Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. Si vous êtes strasbourgeois ou plus largement alsacien, vous connaissez sans doute Poca. Et si vous connaissez le média Poca, vous avez très certainement déjà entendu parler ou même lu un article de son cofondateur Vivien Latuner. Alors êtes-vous curieux comme moi d'en apprendre plus sur le parcours de Vivien? Qu'a-t-il fait pour arriver là où il est aujourd'hui? Comment il a développé son activité au point d'en faire un tel succès? Quelles sont les difficultés, les obstacles rencontrés peut-être aussi? Alors bonjour Vivien, bienvenue dans Parcours le podcast. Bonjour et merci et bienvenue dans nos bureaux aussi. Merci. Alors comme je le disais, tu es le cofondateur de Poca. Alors Poca c'est quoi? C'est un blog, un média d'information, c'est un modèle hybride non identifié, un format inédit? Comment tu le décrirais? C'est quelque chose, ouais, ça a beaucoup évolué en fait. C'était pas un projet qui était dessiné dès le départ, il n'a pas été... il n'a pas été calé à l'avance en disant ok, ça va ressembler à ça s'appellera Poca, dans 2 ans ça va être ça. Ça s'est construit au fur et à mesure des rencontres. C'est parti de pas grand chose au départ, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Du coup c'est très très compliqué d'identifier, c'est quelque chose qui a changé. Ça a été un blog, maintenant on est passé sur autre chose, puis on verra demain ce qu'on deviendra. En tout cas, l'idée c'est que ça soit quelque chose qui représente Strasbourg à l'instant T. D'accord, alors est-ce que tu peux juste rapidement nous rappeler le concept de Poca pour les personnes peut-être qui ne connaîtraient pas? Alors du coup, par rapport à la précédente question, déjà, le Poca de quelle époque, hein? Aujourd'hui, en tout cas, ça reste quelque chose où un outil qui est facile donc c'est un outil, on va dire, un outil média. C'est intéressant pour des nouveaux arrivants à Strasbourg pour comprendre la ville et la prendre en main. C'est intéressant pour des Strasbourgeois de longue date aussi pour redécouvrir la ville et continuer à rester proche d'elle. Et après, peut-être pour des gens qui sont plus lointains de Strasbourg et qui voudraient peut-être faire du tourisme, avoir une vision différente qui est loin de la vision touristique qui est marketée depuis quelques décennies à Strasbourg. Voilà. Je pense que c'est un média de proximité qui décrit la ville, je pense avec une vision pour des gens qui ont entre 18 et 35 ans. On a beaucoup plus de lecteurs plus âgés aussi, quasiment pas de plus jeunes, mais je pense qu'on a une sensibilité qui correspond à notre tranche d'âge à 18-35 ans, quoi. Et alors, pour qu'on se rende compte un petit peu, est-ce que tu pourrais nous donner des chiffres, peut-être de personnes, de nombre de lectures des posts, de votre audience sur les réseaux sociaux, enfin pour qu'on se rende compte un peu de l'ampleur de Poca? En ce moment, avec le site et l'application, on doit faire, là depuis 2-3 mois, on a une augmentation dans les audiences. On doit faire 1 million de pages vues par mois. 1 million de pages vues, ça veut dire que si finalement vous allez lire, vous vous rendez sur le site et vous allez lire 3 articles, 3 pages qui sont ouvertes, vous comptez comme 3 pages, mais c'est une seule personne. Pour le nombre de personnes, chaque jour, on a environ entre 15 000 et 20 000 visiteurs uniques. Donc tous les jours, on a 15-20 000 personnes différentes qui vont se connecter sur le site. C'est énorme. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout qu'on parle principalement du centre-ville de Strasbourg. Et le centre-ville de Strasbourg, c'est 17 000 habitants. Donc le centre-ville de Strasbourg, en tout cas, plaît et intéresse beaucoup de monde. Ouais. Tu es fier de Poca? Tu ressens quoi pour ce projet? Alors c'est toujours compliqué parce que la majorité du temps, on ne prend pas le recul sur ce qu'on fait. On voit plutôt ce qui manque et ce qu'on doit faire. Donc la majorité du temps, je vois ce qui manque, je vois ce qui est encore un peu branlant, je vois les défauts. On voit aussi, forcément, c'est pareil, quand on écrit un article et qu'on voit 200 commentaires, on va se concentrer sur les 3 commentaires négatifs et pas sur les 90 qui sont positifs. C'est un peu la même règle. De temps en temps, par contre, on va s'octroyer avec l'équipe. À un moment, on va juste se dire, ok, on prend 2 minutes et on regarde ce qu'on a accompli en 6 mois. On oublie les problématiques du moment, le stress qu'on s'est créé et tout ça, et on voit en 6 mois le chemin qu'on a parcouru. Par rapport à ça, je suis très très fier de voir qu'aujourd'hui, c'était rien du tout au départ, un petit embryon, une idée qui a été construite avec une amie sur un coup de tête, et que ça devient présent et quelque chose qui nourrit une dizaine de personnes aujourd'hui. Par rapport à ça, je suis très fier. Maintenant, ça demande forcément, si ça grossit, plus de responsabilité aussi. Et donc là, je pense que c'est, peut-être on en parlera plus tard, mais aussi passer 5 ans d'existence, aussi une question qu'on se pose vu qu'on touche plus de monde. Alors voilà. En effet, on reviendra un petit peu plus sur Poca tout à l'heure, mais d'abord, on va peut-être en apprendre un peu plus sur toi, Vivien. Alors justement, quand on dit ton nom, on pense tout de suite à Poca, mais alors qui est Vivien sans parler de Poca du coup? Déjà, d'où tu viens? Alors je viens du Haut-Rhin, donc je suis alsacien, mais je viens du secteur de Mulhouse, d'Ungersheim plus particulièrement.
le village en transition où Oui. c'est un cheval qui ramasse les ordures, qui emmène les enfants à l'école. C'était intéressant de grandir là-bas. Et à partir de mes 17 ans, donc j'ai quitté le lycée, j'avais mon bac en poche et je ne savais pas trop quoi faire. Mais depuis mes 16 ans, je bossais tous mes étés dans le bâtiment, dans la charpente. Je me suis dit, vu que je ne sais pas trop quoi faire, je vais partir là-dessus dans un premier temps. Et je suis parti à La Rochelle pour faire une fac de génie civil. D'accord. Et c'était quasiment que scientifique, que mathématiques. Ça ne m'a pas du tout branché. Et passé 6 mois, je suis revenu en Alsace et je me suis dit, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Toujours pas. Mais je vais peut-être faire une fac d'éco parce que c'est un lien avec les finances en fait. Et demain, on peut bosser dans le culturel, on peut bosser dans une salle de spectacle. Il y aura un rapport à l'argent partout et si on comprend, peut-être qu'on peut bosser où on veut. Grosso modo, c'était ma vision naïve de l'époque. Mais c'était la fac. J'étais à Strasbourg, donc je connaissais des gens qui étaient aussi partis à Strasbourg. Et j'ai fait la fête. J'ai fait la fête, et ce qui fait que j'ai passé 3 ans à la fac, mais je n'ai rien validé. J'ai pas de licence, j'ai juste mon bac en poche. Et j'ai mis fin à mes études parce que mon frère avait monté une start-up. Quelque chose de très positif dans de la recherche d'emploi. Il y avait du crowdfunding, il y avait de la législation par rapport à l'emploi, il y avait un système de troc, il y avait des petits services à se rendre. C'était un projet qui était très ambitieux. C'était à l'échelle européenne, on l'avait traduit dans une 20aine de langues. On a bossé dessus pendant 2 ans avec beaucoup de monde et finalement le projet n'est jamais sorti. Donc je pense que c'était le bon apprentissage de l'échec. Ouais, tu l'as vécu comment du coup cet échec-là? Déjà c'était hyper valorisant parce que je construisais quelque chose après 3 ans à me toucher la nouille. Ouais. Donc de ce côté-là c'était plutôt bien. Et après quand ça a capoté, je me suis juste confronté au fait que j'avais 23 piges et que j'avais rien, mis un bac. Donc j'avais rien. En France tout le monde a le bac quasiment. Et à ce moment-là, je pense que j'ai eu un petit passage à vide. En plus, c'est l'étape, je pense que autour de 25 ans, c'est toujours l'étape compliquée. Tu finis d'être un enfant, parce que quand tu es étudiant, tu l'es encore un petit peu. Généralement, c'est rare qu'un étudiant... Enfin, dans mon cercle, en tout cas, moi, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui étaient indépendants financièrement. Donc tu restes encore un peu un enfant, tu fais ta vaisselle, c'est bien, t'es quelqu'un d'adulte, mais t'es pas encore autonome. Et du coup, tu as déjà ce gap-là qui est compliqué, mais si en plus t'es niveau bac, sans emploi, et que tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, ça rajoute des complications là-dessus. C'était un peu la panique. Comment t'as réagi à ça, du coup Je pense que j'ai pris plaisir à regarder beaucoup de films. Du coup, j'ai une bonne culture cinématographique maintenant. Enfin, je retiens très mal le nom des acteurs et des réalisateurs, mais je connais les films. Ouais. Et j'ai regardé beaucoup les infos. J'essayais de justifier ma situation par rapport à ce qui se passait autour. Et vu que les infos en national et même local à cette époque-là étaient très négatives, on est sur une espèce de morosité ambiante qui fait que déjà quand t'es pas bien, ça en rajoute une couche. C'est comme si ça justifiait mon état. Tu t'es inscrit dans cet état ambiant. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait des mauvais choix, c'est pas moi qui me suis pas investi au mauvais moment, c'est la conjoncture qui fait que je suis dans cette situation. Et donc on se met en colère contre cette conjoncture, on se met en colère contre ce monde du travail. Donc j'ai eu un moment comme ça. Et après, j'ai commencé à m'ouvrir sur des médias comme Oui Demain, des médias plus positifs qui montrent finalement une info aussi, mais d'un autre côté, un côté plus sur la construction, sur ce qui se passe de bien en fait. Et ça m'a fait du bien. Ça t'a aidé, ouais. Et en même temps, j'allais reprendre un cursus, je voulais faire un BTS dans la com à distance, un truc complètement naïf. Donc à distance. J'allais déjà pas quand c'était juste dans ma ville, mais en plus le faire avec des documents, en discutant avec des profs à bout du monde. C'était pas la bonne idée. Non, c'était pas la bonne idée. Et entre-temps, du coup, j'ai déménagé, changé de quartier. Et avec Maria, du coup, mon amie, on a fait quelques terrasses. Elle voulait mettre ses photos en avant parce qu'elle était photographe amateur. Moi, je voulais monter un site internet parce que je voulais passer du temps et je me suis dit, tiens, si je reprends des études, à côté, avoir un petit gagne-pain, monter des sites internet pour des commerçants, pour n'importe qui, ça peut être bien. Et puis, je me sentais faire quelque chose en montant des sites. Ça pourrait être sympa. Et on a rejoint ces 2 envies-là et le soir même, on s'est posé chez moi et on a pris le surnom de Maria, Pocahontas. D'accord. Pour créer le départ de Poca. Poca. D'où le nom de Poca. Ça, c'était en quelle année du coup ? 2014, avril 2014, ouais. C'est comme ça qu'est né Poca. Comme ça, sur un échange, 3 cafés, une bière, et puis on est passé chez moi, on a pris un nom de domaine un peu par hasard, et 4 jours plus tard, je crois que le site était en ligne. Ah oui, donc à l'époque, c'était évidemment pas le même Poca qu'aujourd'hui, c'était plutôt un peu un annuaire des bars et restaurants. On savait même pas. Ouais. On savait pas en fait, on savait pas ce que c'était
Je pense deux jeunes un peu paumés qui voulaient faire quelque chose en s'amusant. Et Mais ça a pris. on connaissait pas les médias Ouais. locaux, on connaissait pas les blogs, on connaissait pas tout ce monde-là en fait. C'est ce qui fait qu'on a pris du temps à comprendre aussi les codes. Je pense qu'on a pris bien 3 ans pour les comprendre. Mais on était extérieur à tout ça, et ce qui fait aussi qu'on a peut-être dû surprendre et avoir un ton différent parce qu'on ne venait pas de ce cercle-là en fait. Du cercle média qui est comme un cercle qui se connaît beaucoup, qui est souvent qui a souvent des liens peut-être aussi avec, parce qu'un média coûte de l'argent avec des gens déjà en place. Ouais. Nous on a commencé très naïvement, sans contrainte financière, sans rien, et je pense que c'est ce qui a fait l'effet de nouveauté aussi, alors que c'est pas révolutionnaire, mais en fait ça n'existait pas, et surtout pas justement avec le ton que tu évoques, qui fait vraiment écho, je pense, à toute une génération de jeunes peut-être de la région. Je pense qu'avec du recul maintenant, le timing aussi a beaucoup joué. En fait, on a commencé en 2014, et en 2014, il y a eu notre génération, de manière générale, les gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35, qui ont commencé à rentrer dans le monde du travail. Ils sont devenus actifs. Et tu t'intéresses pas aux médias locaux avant d'être actif, sauf si tu veux bosser dans les médias locaux. Mais sinon, quand tu commences à bosser dans un endroit, tu t'y projettes, et tu as besoin de comprendre cette ville. Et donc là, les gens commencent à s'y intéresser. Et nous, on est arrivés pile à ce moment-là, quand Strasbourg, du coup, prenait un coup d'air frais, vu que les jeunes arrivaient finalement avec une nouvelle génération qui ouvrait des affaires, qui bossait dans des institutions, tout ça. Un courant d'air frais, et on est arrivé avec un média qui n'avait aucune pression financière, qui écrivait comme il voulait, avec des belles images, parce qu'on bossait avec des photographes, des gens qui avaient une sensibilité au moins artistique. Et on arrivait là-dedans avec quelque chose qui était aussi méconnaissable et qui avait aussi peu de vision que Strasbourg l'avait à ce moment-là. Vous avez grandi un petit peu avec justement toutes ces personnes, et Strasbourg aussi qui évolue beaucoup. Et je pense que du coup, tous ces gens-là nous ont intégrés dans cette vision du nouveau Strasbourg. Ils nous ont mis un lien entre Poca et ce nouveau Strasbourg qui nous colle encore aujourd'hui et qui nous a servi depuis le départ. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Aujourd'hui, je me rends compte que peut-être que Poca, 1 an plus tôt ou 1 an plus tard, ça n'aurait pas été pareil. C'est ça. Et justement, ce réseau que vous n'aviez pas au début, ces codes que vous ne maîtrisiez pas, vous l'êtes acquis au fur et à mesure. Ça se passe comment? Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose d'un peu violent de rentrer dans un univers qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on ne connaît pas vraiment? Je pense que ça a pu être violent comme ça a pu être très doux en fait. Parce que finalement, l'ensemble des apprentissages qu'on a eus, on les a expérimentés sur le terrain en fait, par la réalité. Donc on a pu faire des erreurs. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs, mais qui nous ont construits aujourd'hui. C'est pas des erreurs qu'on nous a appris par un cursus, donc on l'a fait sur le tas. Je pense que sans s'en rendre compte, on s'est imposé dans un milieu qui se connaissait. On arrivait de nulle part. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Ouais, il y avait un entre-soi un petit peu. Vous êtes débarqué là-dedans. Il y avait, je pense, un entre-soi qui faisait que c'était un milieu qui n'avait pas forcément besoin des fois de penser aux gens qui recevaient l'information. Parce que tout était très naturel, tout était assez facile. Je pense qu'Internet a mis aussi une claque là-dedans et a bousculé beaucoup de choses. C'est un milieu qui change beaucoup. De toute façon, le milieu média ne s'est pas encore trouvé sur le nouveau modèle. Ça change en permanence et du coup, c'est très hostile comme milieu. Parce que la réalité médiatique, c'était qu'il y a 20 ou 30 ans, tout était plus facile. Oui. Tout le monde payait pour être dans du média. Aujourd'hui, on va payer du média un petit peu, mais surtout du Facebook, et beaucoup de sites sont gratuits. Aujourd'hui, être visible ne coûte plus forcément de l'argent et on n'est pas obligé de passer par du média. Donc à partir de là, on a coupé des moyens à pas mal de gens qui avaient l'habitude d'être dans un certain confort. Donc tout l'univers média est très hostile. Et quand tu arrives là-dedans et que tu as une recette qui fonctionne, qu'on ne te connaît pas, tu as 2 attitudes. Il y a des gens qui vont être curieux et qui vont peut-être connu un parcours similaire et qui vont du coup t'épauler. Et tu as d'autres personnes qui vont te voir comme une menace qu'ils n'arrivent pas à identifier et qui vont essayer de te casser tant que tu parais fragile. D'accord. Alors justement, vous avez démarré cette activité, ça a beaucoup évolué au fil des années. J'imagine que du coup, tu dois t'occuper d'aspects totalement différents, comme de l'administratif, de la gestion, peut-être du management d'équipe, un peu du journalisme, les réseaux sociaux, créer un site, enfin tellement de facettes différentes. Ces compétences, comment tu les as apprises, acquises? Est-ce que tu t'es fait aider? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a eu des choses qui étaient déjà un petit peu intégrées dans le parcours que j'avais eu ou dans l'éducation que j'avais déjà eue. Ça, c'était le point de départ. Je pense que la sensibilité être sensible par rapport à ce qui se passe autour de moi, c'était l'essentiel. Pour toi, comprendre cette ville, la sentir et comprendre ce que les gens ressentent en fait. Quand il y a de la tension dans l'air à Strasbourg, je le sens et je sais que je vais adapter mon discours. Je vais beaucoup adapter aussi ce qu'on sort par rapport à la météo. Souvent, on recule des articles, on les modifie par rapport à la météo parce que tu sens l'impact d'une météo sur un comportement général et tu vas adapter.
d'une manière très, très, très basique et très, très, pas très intelligente, s'il commence à pleuvoir et qu'il grêle, tu vas pas sortir un article sur un bar à salade. Oui, c'est sûr. Ça, Ok, c'est une manière ouais, très ouais, imagère de le voir, mais ce qui fait d'accord. que dans ta façon de concevoir ton média, tu es beaucoup plus dans la spontanéité. Il y a des médias, ils programment leur publication sur une semaine et puis ça tourne tout seul. Mhm. Le contenu est édité à Paris, ça s'envoie en province, j'en sais rien. Vous vous adaptez vraiment au jour le jour, quoi. Ouais, il y a beaucoup de changements et puis il y a beaucoup même des fois des articles qui devraient être livrés à temps, il y a une couille de dernière minute et puis on va modifier les choses. Donc on adapte beaucoup. Ce qui fait aussi que des fois nos articles sont un peu spontanés, des fois manque de relecture, il y a des fautes dedans. Mhm. Il y a un côté spontané qui reste là. Ouais. Au début c'était que de la spontanéité, maintenant on a gagné de l'organisation depuis 2 ans, mais on a quand même une base de ressenti dans ce métier-là où on sait que si une fois tu viens dans une réunion, tu as 10 personnes, ça jacte dans tous les sens. C'est plus dans les réunions ici. Là. C'est hyper stimulant, mais c'est hyper épuisant aussi. Vous êtes à combien dans l'équipe maintenant de permanents? Là, on est 8 permanents et après, on a une quinzaine de pigistes du coup, qui sont autour, qui gravitent, qui écrivent quand ils peuvent, qui ont leur thématique. Et alors, tu t'es entouré de tes potes finalement, de rencontres un petit peu complémentaires ou alors pas mes potes. Hein. Non. Même pas mes potes. En fait, quand on a commencé Poca, au bout d'une semaine, donc nous, on ne savait pas ce qu'on faisait. Deux amis, déjà, c'est pour une page Facebook, tu apprends à gérer une page Facebook. Ouais, exactement. Il y a des gens qui te suivent, tu ne sais pas trop ce que ça vaut. Enfin, et en fait, au bout d'une semaine, on a des gens qui nous ont contactés, qui nous ont dit je ne sais pas trop ce que vous faites, mais je trouve ça cool, j'aimerais en faire partie. Et un mois plus tard, on était déjà une dizaine. À ce moment-là, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien du tout. Quoi. Donc c'était 10 personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont mis à dire tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est la photo, moi, ce qui m'intéresse, c'est les artistes rock. Ce qui fait qu'en fait, même l'identité de Poca sur les thématiques qui vous intéressent, ça a tout le temps évolué. Parce que pendant 3 ans, on a été une asso, au début, 4 ans même, 3 ans et demi. On a été une asso et il y avait tout le temps des nouvelles têtes qui changeaient à chaque rentrée, des nouvelles personnes qui nous voyaient, qui voulaient s'investir, d'autres qui voulaient s'investir plus, mais on ne pouvait pas payer les gens, donc des fois ils partaient dans d'autres villes, enfin la vingtaine quoi. Donc des gens sûr, ça bouge beaucoup. Ouais. Changent de cursus et tout ça, et donc en permanence les éditos allaient changer en fonction. Et justement, Poca a vraiment survécu à ça, enfin, je veux dire, à surmonter un peu cette instabilité. Moi, j'ai été l'encre là-dedans. Ouais. Celui qui dit j'y crois, et puis un jour peut-être que je pourrais me payer. Et ça a permis justement à ce média de pouvoir grossir au fur et à mesure et prendre de manière positive tous ces changements de personnes. En fait, c'est compliqué de définir, même je sais que si je réessayais de faire un Poca demain, j'arriverais pas parce qu'il y a eu tellement d'ingrédients différents, tellement de personnes qui sont passées à travers, tellement de regards différents. Qu'on a quelque chose qui n'est pas reproductible en fait. Et maintenant vous arrivez à vous stabiliser un peu autour d'une équipe unique, avoir une organisation vraiment? Alors ça c'est une question qu'on va apprendre je pense dans les prochains temps. Je pense qu'il faut une équipe unique sur l'organisation, mais je ne sais pas encore si d'un point de vue rédactionnel, il faut quelques têtes, mais il ne faut pas s'enfermer dans ces têtes-là en fait. Ouais. Parce que comme dit, c'est un métier qui est en train de changer en permanence. L'univers média doit tout le temps se remettre en question. Nous, on est des petits nouveaux qui arrivent dans une période où il y a déjà beaucoup de médias à Strasbourg, donc toutes les enveloppes sont déjà données. Aujourd'hui, Poca n'a jamais reçu d'argent de subvention, par exemple. D'accord. On arrive dans un schéma où on est tout le temps, tous les ans, obligé de se renouveler. Et des fois, quand tu as des gens qui prennent une place pendant trop longtemps, le ton reste le même, et il faut tout le temps, vu qu'on est sur Internet, stimuler les gens. Donc il faut tout le temps garder une porte ouverte à du sang frais. Quelque chose qui va stimuler, qui va même nous réveiller aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que sinon, on aurait tendance à... Ouais, c'est ça. On aurait même, tendance à s'enfermer dans quelque chose, à faire de l'autoroute, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait une équipe fixe qui se fasse, mais en même temps, il ne faut surtout pas fermer la porte à la nouveauté, et puis vous révélez, depuis toutes ces années, vous avez révélé beaucoup de nouveaux talents, de nouvelles personnalités. C'est aussi ça votre force? Je ne sais pas si on les a révélés ou si ils sont révélés à nous. Vous leur avez donné peut-être une vitrine ou une audience pour se faire connaître, je sais pas. Je pense qu'on a moins de moyens financiers et moins de réseaux, donc on est plus attentif aux petits mouvements que d'autres structures. Donc on va sentir les talents ou ceux qui peuvent en avoir peut-être un peu plus tôt. Mais vu que pour l'instant on n'a pas les mêmes moyens, peut-être qu'on va voir, ça va être l'histoire à venir dans les prochaines années, peut-être qu'on n'arrivera pas à les garder. Peut-être qu'on sera l'élément transitoire, on verra. Alors concrètement, toi, tu es en charge de quoi dans Poca? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors ce que je fais aujourd'hui, ouais. Alors j'écris plus beaucoup. Ouais. Malheureusement, j'écris plus beaucoup. J'essaie d'écrire encore de temps en temps, mais c'est souvent très spontané. Alors qu'auparavant, j'écrivais 60% des articles du site. J'en écris beaucoup. Maintenant, c'est en fait l'ensemble des articles, les titres, les couvertures et les accroches. Ça reste encore moi qui les gère. D'accord, ok.
Donc chaque article, je vais le relire. Ouais. Si c'est de l'article, finalement, des choses qu'on maîtrise, événementiel, tout ça, je le lis en diagonale, ce qui fait qu'il peut y avoir des fautes aussi. Mais je vais toujours le retitrer et je vais m'occuper de tout ce qui se passe sur la page Facebook. D'accord. Donc je suis derrière la page Facebook et je m'occupe de tout ce qu'il y a derrière. Je vais du coup gérer 3 réunions par semaine avec Coraline. Ouais. Ça, je pense qu'on parlera de Coraline un peu plus tard aussi et de l'ensemble des gens de l'équipe. Mais ouais, je vais gérer l'ensemble du contenu, tous les gros dossiers, les sujets un peu plus tendus ou à temps long. On a fait récemment sur la flambée du prix de l'immobilier, sur la densification urbaine, sur les îlots de chaleur, sur tout ça. C'est des dossiers qui sont un peu plus longs, où il y a plus de risques si on se plante, donc tout ça, je vais les suivre de près. Après, je paye tout le monde aussi. Donc, comptabilité, de faire les chèques. Après, tout ce qui est stratégie sur Poca, donc à quoi doit ressembler le Poca de demain. D'accord. La vidéo, je m'intéresse beaucoup aussi. En fait, ouais, l'identité du média et puis les décisions, tout ce qui est stratégie, quoi. Après, un peu de réseau encore, pour avoir les infos avant. Il y a des réseaux que j'ai créés avant et tu chopes des infos, il faut pas faire partir ça, quoi. Ok, alors concrètement, est-ce que tu identifies des grandes étapes dans l'évolution de Poca, de sa création à maintenant, des steps un peu fondateurs qui vous ont fait vraiment évoluer? Ouais, je pense que déjà il y a eu la création, 6 mois plus tard, on est devenu une asso. Ouais. Donc on a mis un statut derrière ce qu'on faisait, alors qu'avant c'était 10 jeunes qui se trouvaient dans un café une fois par semaine et qui buvaient un sirop et qui disaient ok, qu'est-ce qu'on va faire, et puis okay, bon, allez, toi tu pars par ici, toi tu pars par là. C'était comme ça. Donc là on a commencé à mettre une structure, mais on a continué à construire autour de cette structure jusqu'à qu'on voit la faille par rapport aux ambitions qu'on avait avec ce média. C'est que l'association, tu passes ton temps à construire sur des choses qui ne sont pas solides. Ouais. Et vu que j'étais le seul à m'investir à temps complet, dès que quelqu'un partait, il fallait que je prenne ses projets en plus de ceux que je gérais déjà. Et donc c'était très, très épuisant. Tu avais des coups d'euphorie quand tu avais quelqu'un qui rejoignait d'un coup l'assaut et qui était à fond. Et d'un coup, cette personne, 6 mois plus tard, parce qu'elle devait bouffer et que toi, tu ne pouvais pas payer, elle partait ailleurs. Et donc tu voyais des choses qui s'étaient construites, qui se défaisaient devant toi, quoi. À ce moment-là, au bout de 3 ans et demi, j'ai pris un risque en été où je me suis dit il faut qu'on commence à avoir des gens qui sont payés. Sauf que j'étais très intelligent, j'ai fait ça en été quand il n'y a pas de travail. Se passe rien. Ouais, exactement. Donc j'ai payé des gens avec de l'argent qui ne rentrait pas, donc j'ai fait un prêt pour ça. D'accord. Et en fait, ça a payé parce qu'on a préparé le premier mois de septembre, qu'on a préparé à l'avance avec des beaux articles, du contenu vidéo. On a préparé une belle rentrée de septembre qui nous a fait beaucoup voir et les gens voulaient bosser avec nous. Donc à partir de là, ces 4 personnes qui se sont investies à ce moment-là sont restées dans l'équipe. Et l'année suivante, on était 8. Donc on est parti à ce moment-là sur quelque chose de plus pro qu'on a appris au fur et à mesure, parce que l'éditer de devis, des factures, c'est pas inné. À la naissance, on ne sait pas le faire. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, tu as appris plein de choses sur le tas aussi, quoi. Ouais, mais des fois en faisant des conneries, mais vu que tu vois, les premiers devis, ils étaient naïfs. Maintenant, on a une équipe, on a des juristes qui nous accompagnent. Donc maintenant, c'est un devis, c'est sur 5 pages. Enfin, c'est différent. Maintenant, on a professionnalisé le tout. Au départ, on voulait bien faire, mais avec nos moyens. Et vu que les gens appréciaient ce qu'on faisait, même on allait bosser avec quelqu'un, ils nous prenaient un peu par la main. Ils acceptaient que des fois on soit un petit peu vos erreurs, qu'on soit un peu cabossé et qu'on marche un peu de manière bancale, parce qu'on était gentils et que on coûtait pas très cher non plus. Donc ça te fait pas peur de prendre des risques finalement, de faire un prêt, de ce genre de choses, quoi, le challenge ne te fait pas peur? Non, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir tout fait complètement indépendant. En fait, on n'a pas de mécène, on n'a pas d'investissement extérieur, on n'a rien de tout ça. Si demain on devait vraiment se casser la gueule, on pourrait toujours se raccrocher à ça. Si demain on devait avoir un risque financier qu'on a mal pris, après généralement on ne prend pas des gros risques. Mais si on devait faire une erreur, on pourrait toujours dire on va peut-être intégrer quelqu'un qui a les moyens dans Poca. Ça me ferait chier, mais on a toujours cette possibilité qui est là. Parce qu'aujourd'hui on fonctionne tout seul, ce qui fait aussi qu'on fait plus gaffe avec notre argent parce que c'est le nôtre. Et ça te fait quoi, les critiques sur toi ou sur Poca? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu y réponds? Ça fait quoi quand on s'investit autant? Ça dépend des périodes et ça dépend comment tu vois. Enfin, je pense que ça dépend surtout des périodes en fait. Si ça fait une semaine que tu dors peu, que tu as des complications et tout ça, forcément tu prends les choses plus à vif. Mais du coup, il faut dormir, bien manger. Voilà, 5 fruits et légumes par jour.
Sur moi, j'en ai pas beaucoup entendu, j'imagine qu'il y en a. Souvent, c'est lié à Poca, donc les gens se font une image. J'ai entendu plein de choses, des gens qui disaient que je sortais de l'EM, d'école de commerce. Je sais pas d'où c'est tiré, mais à un moment... C'est devenu un personnage public aussi. Je suis pas sûr. Je pense que je peux être un personnage public dans la sphère média, parce que les gens étaient curieux. Ils ont vu quelque chose qui apparaissait de nulle part et qui avait d'un coup de l'influence et de la visibilité, et ils voulaient comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui finance ça derrière ? Est-ce que c'est ce petit gars qui fait ça ? Ils avaient besoin de comprendre, en fait, parce que ça changeait un petit peu le paysage. Après, j'ai jamais voulu être présent dans le grand public. Je suis pas un blogueur, je me prends pas en selfie devant un truc en disant c'est important parce que j'y suis. Non, c'est important parce que c'est important. Donc mon visage, hormis si tu fouilles, tu ne le trouves pas. Oui, c'est vrai. Et c'était c'est le vrai but. que tu ne te mets pas en avant sur le blog particulièrement, quoi. Et ça, dès le départ, ça a été Poca, c'est une espèce d'idée. Donc, je me souviens plus de toute ta question de départ. Qu'est-ce que ça te fait potentiellement d'entendre des critiques sur Poca ? Comment est-ce que tu réagis à ça ? Comment est-ce que tu encaisses peut-être ? Alors, les 3 premières années, j'encaissais moins bien parce que je me payais pas. Je prenais plaisir à faire ce que je faisais, ce qui fait que je continue à le faire. J'étais pas sûr qu'un jour je puisse me payer avec. Je voyais une équipe de 10 personnes qui faisaient ça bénévolement et qui étaient surmotivées à découvrir leur ville et à la partager. Et du coup, forcément, quand tu as de la critique, des choses négatives, des non-dits, des trucs comme ça t'affecte beaucoup plus parce que tu te dis non, mais vous vous rendez compte de ce que je fournis comme effort et la lutte que j'ai en permanence. Je me réveille le matin, je pense à ça, je fais ça et je fais ça pour vous donner de l'info gratuitement qui, moi, me coûte de l'argent à produire, du temps et tout ce que j'ai en moi, quoi. Par rapport à ça, je le vivais plus mal. Quand on a commencé à structurer les choses, à avoir une équipe en fixe, à monter du coup quelque chose de plus carré, plus sérieux, j'ai pris au fur et à mesure un peu de distance. Je dis pas que ça m'affecte pas, mais j'ai pris de la distance par rapport à ça et je trouve qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'identité de Poca. J'ai compris que Strasbourg est une ville qui peut facilement être oisive et s'endormir. On a beaucoup de facilité. Et quand on a beaucoup de facilité, c'est compliqué de tout le temps se stimuler. Et peut-être que notre rôle là-dedans, je ne dis pas que c'est que nous qui avons ce rôle-là, mais c'est de porter au débat, de piquer, de faire crier les gens, de les énerver, de les agacer. Mais tant qu'il y a ce genre de réactions, c'est des réactions qui sont entières, qui sont vives, qui sont réelles, on restera dans une ville qui ne s'endort pas sur elle-même. Donc peut-être que parfois on va continuer à agacer, à piquer les gens, mais au moins ils auront un stimuli et ils vont s'intéresser, crier, pleurer, s'énerver, j'en sais rien par rapport à de l'info locale. Et peut-être que c'est notre rôle, et si on s'enlève de ça, peut-être que tu retrouveras qu'un discours très lisse sur l'info, et finalement les gens vont s'emmerder à force, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un article sur soi dans Poca, qu'on soit un établissement ou une personne ? C'est quoi votre fonctionnement par rapport à ça ? Déjà, il faut que ça nous intéresse. C'est le point de départ. On a posé une charte sur le site justement pour se forcer à respecter ça. C'est une des problématiques qu'on a eues depuis le départ. On est arrivé dans un univers qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas les codes. Moi, très naïvement, les 3 premières années, je me disais... on va trouver des subventions et ça va tout régler. Et rapidement, on nous a dit, ouais, mais les subventions, t'en auras pas, quoi. C'est pas si simple, ouais. T'en auras pas, on est en préélectoral. Si on finance un média qui vient d'arriver, qu'est-ce que vont dire les autres élus ? Qu'est-ce que vont dire ils vont avoir l'impression qu'on a acheté un média avant des élections. Donc, on n'a jamais eu tout ça, ce qui fait qu'on a dû construire un modèle par rapport à ce qui fonctionnait chez nous. Mais on a dû construire ce modèle tout en réfléchissant à comment ne pas tuer ce qui nous faisait plaisir et ce qui fait plaisir aussi aux gens qui nous lisent. Donc, ce modèle a évolué au fur et à mesure, je vais t'en parler un peu plus en détail par la suite, mais le point de départ, ça reste quand même que ça nous intéresse. On a posé justement une ligne de conduite, une charte qui est accessible à tous sur le site, qui dit bien que tout le contenu qu'on sort, les seules personnes qui peuvent le lire avant publication, c'est l'équipe Poca, et après, les gens avec qui on peut bosser potentiellement, ils le découvrent en même temps que les lecteurs, et ils n'ont aucun droit de modification dessus. Sur cette partie du coup comme commerçante, le premier truc qu'on a mis en place, c'était des bannières publicitaires. La base, on en a 4 sur le site, et on les vend à la semaine. Donc forcément, les prix ont évolué avec les audiences, et puis aussi, surtout, principalement avec la conscience de ce qu'on était et de l'importance qu'on pouvait avoir. Parce qu'au début, tu montes un blog, tu ne sais pas comment valoriser ça, et même si tu commences à faire rentrer un petit peu d'argent, tu te rends compte qu'à la fin, tu en dépenses quand même plus. Ensuite, tu te renseignes au fur et à mesure et tu apprends combien les voisins vendent. Et tu te rends compte qu'il y a un gap complet et que tant que tu ne t'alignes pas sur les prix, tu ne seras jamais pris au sérieux. Donc voilà. Et on a ça, du coup, ça tourne bien. Et puis là, depuis la rentrée, on voit bien, il y a des bannières qui changent en permanence. Et l'ensemble de ces bannières, on ne bosse pas avec des régies pub.
Tout ce qu'on signe, on rencontre les gens, c'est que du local. Ouais. Et c'est des gens avec qui on est en dialogue. Donc si tu cliques dessus, tu vas pas être emmené sur un site en Turkménistan qui va te proposer des pilules pour ton pénis. C'est que du local et des gens qu'on connaît. Donc tu peux cliquer en ayant confiance. Dans un second temps, la question qui revient le plus souvent et qui est le gros débat, c'est le commerce. Ouais. On a commencé sur un modèle où on testait les restos. Donc on allait dans un resto, incognito parce que de toute façon personne ne nous connaissait. Ouais. On payait notre addition, on faisait un article derrière, et après, selon ce qu'on disait, le resto, il était d'un coup vachement vu, il pouvait être vachement blindé, ou au contraire, tout le monde pouvait dire c'est du caca, grosso modo. Mais généralement, vu qu'on est un média plutôt positif, si c'était du caca, on n'en parlait pas trop. Okay. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on payait l'addition, qu'on payait les frais de site, qu'on payait le matériel, et qu'on faisait de la pub à un gars qui, pendant 2 semaines, des fois, avait du rush et allait gagner 15 000 € ou 20 000 € de plus en 2 semaines. Et on a voulu trouver un modèle. Ça a pris, je pense, 3 ans et demi pour trouver ce modèle-là. Donc le temps jusqu'à qu'on commence à rentrer de l'argent, finalement. Pour gagner des sous avec ça, mais sans perdre le plaisir à faire un test. Ou ce qui faisait finalement la raison de faire des tests de resto, quoi. Donc on vendait du client mystère. En gros, le restaurateur, on va bosser avec lui. Ouais. Il va nous faire un chèque. Mais nous, on va lui envoyer quelqu'un de l'équipe qui viendra, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas quand c'est. Cette personne paiera son addition comme n'importe qui et mettra un article en ligne. Et cet article, le restaurateur, il le découvre en même temps que les lecteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi toujours du plus et du moins, une manière de dire, donc, tiens... le restaurateur prend le risque un petit peu, quoi. Voilà, en fait tu achètes de la visibilité mais pas un avis. D'accord. Et on avait 3 modèles. En gros, si tout se passe bien, parce que généralement, si le resto a mauvaise presse, on ne va pas bosser avec. Les fois où on peut se planter, où une affaire n'est pas aussi bien que ce qu'on pensait, c'est quand c'est une nouveauté et que la personne qui l'a ouvert n'est pas connue à Strasbourg. Quand c'est pas un mec qui a déjà X affaires et on sait que ça va être comme ça. Donc là, parfois, on a pu se planter. Et du coup, on avançait sur la nouveauté. Sur le reste, on a déjà un filtre qui se fait avant. Ça, c'est la chance qu'on a avec Poca, c'est qu'on a une petite structure, donc on peut pas faire beaucoup de choses, mais on est très visible. Donc on peut choisir avec qui on bosse. Toutes les semaines, je pense qu'on reçoit un mail de public rédactionnel qui est fait par des boîtes de com où ils te disent tiens, il me faut un article de temps et temps, ça gagne temps et temps. On n'a jamais fait d'article comme ça, par exemple. On a toujours posé notre modèle, et du coup, sur le test de resto, on a mis ça en place, ça fonctionne assez bien. Et là, on est en train doucement de réfléchir à peut-être une transition vers autre chose. Ouais. Vous avez déjà une idée On se demande si les gens lisent encore les tests de resto. On pense qu'aujourd'hui, l'influence d'Instagram, de l'image, fait que les gens prennent moins le temps de lire. Et on a déjà réduit au fur et à mesure le format texte, parce qu'avant, on a parlé pendant 5 km de texte de comment le mec coupait les concombres et à quel point c'était super en bouche et c'était onctueux et croquant et tout ça. Ça, on s'est rendu compte que même pour nous, en fait, on prenait plus plaisir à le lire. Donc c'est qu'il y avait un souci. Donc on a réduit ça, et maintenant l'étape d'après, c'est peut-être de plus mettre de l'image et une synthèse en avant pour faire gagner du temps aussi au lecteur, pas qu'il perde du temps. Et au moins d'arrêter avec cette histoire de test qui finalement n'est pas complètement acceptée, parce qu'à partir du moment où il y a un chèque qui est rentré en jeu, on a beau expliquer notre démarche et nous on a beau s'y attacher, les gens vont toujours dire ouais, mais t'as gagné de l'argent, donc tu vends ton avis. Les critiques se focalisent beaucoup, beaucoup là-dessus. Beaucoup de gens oublient aussi que c'est une société qui encaisse de l'argent pour fonctionner, que 95% du contenu qu'on sort nous coûte de l'argent mais ne rapporte pas. Quand on écrit un article, je sais pas, sur un portrait interview de quelqu'un, ça va nous coûter 120 €, on va pas gagner 120 € de l'autre côté. Quand on sort un article d'investigation, ça va nous en coûter 300, on les retrouve pas de l'autre côté. En fait, ce modèle-là nous permet de faire ce genre de sujet. Et après, ça va dépendre de ce que chacun a envie. Si, pour des gens, le plus important, c'est de savoir si un avis sur une pizza est complètement objectif, et que pour lui, il n'y a que ça qui est important, peut-être que nous, on a fait le choix de se dire qu'on peut avoir un peu plus de recul là-dessus, mais se permettre de faire des articles plus société, qui ont peut-être plus de sens pour nous aujourd'hui. Mais après, moi, ça fait 3 ans ou 2 ans que du coup, j'ai évolué avec ces critiques et cette incompréhension du modèle. Mais on l'a aussi, je pense, parce qu'on arrive à quelque chose d'hybride. L'ensemble des médias travaillent avec les commerces. Je ne vais pas les citer, mais l'ensemble des médias locaux travaillent avec les commerces. Dans quel sens Dans le sens, quand tu as un magazine papier qui vend une page, et 3 pages avant, on parle du commerce, et que tu vois une similitude entre les publicités qui sont prises et le rédactionnel, je veux dire, ça se fait partout, c'est le métier qui est comme ça. D'accord.
Nous, ce qui pose problème, c'est qu'on teste les restos et qu'on a du mal à nous étiqueter, en fait. Donc, le fait de gagner de l'argent avec du commerce, tout le monde le fait dans ce métier. Parce que si tu ne gagnes pas d'argent avec le commerce, tu ne gagnes pas d'argent. Et tu ne peux pas faire vivre un média sans gagner d'argent. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu as un mécène et que tu as une vision politique et que tu es en train d'influencer les gens dans une direction. Nous, aujourd'hui, on est très très fiers justement de ce modèle financier. Il porte à débat, ce qui est toujours bien. Le débat, c'est intéressant. Les gens sont vivants quand ils débattent. Et ça réveille. Et ça nous permet aussi d'avoir pas de gros mécènes, mais des centaines de petits clients. Aujourd'hui, on travaille avec 200 clients. Ces gens-là, ils ont des petits budgets. On peut se passer de n'importe qui. On peut se fâcher avec quelqu'un et s'il ne respecte pas notre façon de fonctionner ou si on se sent forcé à faire quelque chose, on dit stop. On n'a pas besoin. Ouais. D'autres médias vont fonctionner avec 3-4 mécènes. Et après, il y a des micro-petits budgets pour faire un peu d'appoint, pour s'acheter du nouveau matos, des trucs comme ça. Mais du coup, il y aura toujours un regard critique qui est fait par les gens qui maintiennent ça en vie. Nous, on peut se fâcher avec n'importe qui. Les plus gros clients qu'on a, ils doivent représenter peut-être 5-6% de notre chiffre d'affaires. Et on peut s'en passer. On peut trouver ça ailleurs. Donc, l'indépendance, pour nous, se trouve à ce niveau-là, quoi. Le fait de bosser avec du petit commerce. Alors, du coup, Poca a pris vraiment une place dans ta vie primordiale, quoi. Est-ce que tu arrives à couper quelquefois de Poca, à ne pas y penser? Ou est-ce que ça prend vraiment toutes tes pensées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et ça, je pense que c'est le fait d'avoir une équipe qui change tout. Déjà parce que d'autres personnes peuvent faire parfois ce que tu fais. Oui. Déjà, ça, c'est très basique. Et du coup, tu peux te permettre cette prise de recul. Tu arrives à déléguer, à un peu passer le projet dans d'autres mains? Mais ça, je pourrais vous en parler pendant des heures de Coraline, qui du coup... Alors, parle-nous un petit peu de ton équipe, oui, parce que évidemment, c'est un travail d'équipe. Je disais qu'on était une asso avant, et là, depuis 9 mois, on est une société. Donc, on est passé en société, et Coraline, qui a rejoint le projet il y a 2 ans, est devenue associée. D'accord. Et co-gérante. Donc, elle a autant de pouvoir que moi sur la gestion du quotidien. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager aussi. Et donc, en fait, on se délègue dans certains moments. Cet été, par exemple, on ne s'est quasiment pas croisés. Maintenant, là, ça nous fait du bien de se retrouver. Mais ça me permet, moi, de déconnecter complètement et de savoir que les choses continuent à tourner. C'est important, oui. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, la vraie déconnexion, c'est ça. La vraie déconnexion, c'est simplement quand le téléphone, on peut le mettre de côté. Donc parfois, vu qu'on sait que instinctivement, par habitude, on va aller vers son téléphone, on va se mettre dans des conditions on va partir à la montagne, on va partir à l'autre bout du monde, on va se créer dans des conditions où on sait qu'on ne peut pas avoir de connexion. Et là, d'un coup, tu te retrouves différemment. Mais on peut déconnecter, mais généralement, faut oublier le téléphone ou pas avoir de réseau. D'accord, oui, quand même. Alors Poca, tu le vois durer encore longtemps? Est-ce que ça risque pas de s'essouffler à un moment où c'est justement cette capacité à se renouveler qui fait que ça va durer encore? Je sais pas du tout. En fait, je sais pas du tout. Ça va dépendre des gens ça va dépendre de Strasbourg, en fait. Tu penses un peu à ça? En fait, la chance qu'on a, c'est que ce projet s'est créé très jeune. Et il s'est créé sur un je ne sais quoi d'indescriptible. C'est parti de nulle part, en fait. D'une petite étincelle. Et du coup, il n'y a pas ce côté j'ai posé 100 000 € sur la table avec un prêt bancaire. Et il n'y a pas un côté sérieux derrière tout ça. Et si demain Poca doit s'arrêter, j'aurais passé les années que j'aurais passé à faire que des rencontres hyper intéressantes. Pas toutes hyper intéressantes, il ne faut pas mentir non plus. Pas des belles rencontres. D'avoir compris une ville. D'avoir fait quelque chose et participé à un mouvement, en fait. Ça, c'est des choses que je vais garder avec moi. Mais est-ce que tu penses à ta vie peut-être dans 10 ans, on va dire? Est-ce que tu auras peut-être d'autres envies professionnellement? Peut-être qu'on a déjà tenté de te débaucher Pas de me débaucher. Non. On va déjà flairer le cul un petit peu pour savoir si... Oui, tu dois être convoité quand même. Ouais, je suis pas... En fait, je pense qu'on est convoité, mais en même temps, on est compliqué à saisir. Donc les gens ne savent pas comment te parler. C'est... Comme si tu croises quelqu'un de très beau dans la rue et qui dégage quelque chose de complètement magnétique, des fois tu sais pas comment l'aborder, tu sais pas par quoi commencer. Je dis pas qu'on est très beau et magnétique, je dis pas ça, non, je dis juste que on est curieux. Pour les gens du métier, on a une curiosité parce que on sait pas parler de nous, en fait. Tu vas voir une boîte de communication ou des médias, ils vont faire leur propre communication et nous on sait pas le faire, ou on n'a pas pris le temps de le faire. Ce qui fait que les gens doivent se créer leur propre image de ce qu'est Poca par rapport à ce qu'ils voient et comment ils nous ont saisis, ils ont appris notre existence, mais on ne le fait pas pour eux. Donc, de vouloir bosser avec quelqu'un quand tu ne sais pas comment le prendre dans les mains, de vouloir racheter quelque chose quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu n'y penses pas forcément, en fait. Et toi, du coup,
sur la question de est-ce que tu t'imagines dans 10 ans, et est-ce que tu penses peut-être que tu auras d'autres envies que Poca, passer à autre chose tout simplement, quoi. Il y a un an, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit autre chose qu'aujourd'hui, donc ça change tout le temps. Ouais. Il y a un an, j'avais des amis qui montaient leur vie en Asie ou plutôt il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand justement j'ai construit cette équipe à crédit, pour moi c'était le dernier espoir. En gros, je me disais, ça fait 3 ans que j'avance dans une direction qui me coûte de l'argent, qui m'épuise. Moralement, du coup, tous les critiques négatives, je les prenais sur moi à ce moment-là. Je me suis dit, je tente le tout pour le tout. Et si jamais ça s'essouffle, peut-être que je construis ma vie ailleurs. Donc il y a toujours cette possibilité-là. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un avec qui je suis très bien. On ne sait pas de quoi demain est fait. Tout peut changer très rapidement. Mais tant que ce projet Poca me stimule, me permet de me sentir servir à quelque chose en fait dans ce projet-là, et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça aussi avec, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Si maintenant on commence à perdre ça, dans ce cas-là, c'est qu'il faudra que Poca s'arrête. Mais il n'y a pas de réponse définitive. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des projets, une actualité qui va arriver avec Poca, ou même toi en dehors? Ouais, je pense que tu parlais justement des différentes étapes et les temps forts. Donc il y a 9 mois, on a monté une société. Bon, c'est pas très fun, c'est de l'organisation, c'est de la comptabilité. On doit découvrir tout ça et c'est pas très fun non plus. Ouais. Je pense que c'est encore moins fun pour le comptable, parce que quand tu sors de l'associatif et que tu passes en société, tu as plein de règles strictes à apprendre et des temporalités à apprendre surtout. Et là, cette année, pour nous, l'objectif, c'est de grandir avec les gens qui nous lisent. C'est que la question qu'on s'était posée pendant longtemps, mais je pense qu'on a toujours, de manière inconsciente, trouvé la réponse, c'était est-ce qu'on reste un média jeune ? Et donc on se force à être tout le temps fun, jeune, c'est ça, et compagnie. Est-ce que vous aussi, vous grandissez, vous vieillissez ? C'est ça. Est-ce qu'on grandit avec une génération, ou est-ce que finalement on essaie tout le temps de capter la nouvelle, et dès qu'ils grandissent, ils vont ailleurs ? Et on s'est rendu compte que, en gros, c'est soit tu vois ça comme du business, et dans ce cas-là, tu gères, t'es propriétaire de quelque chose et tu vas tout le temps mettre des nouvelles équipes qui vont parler à la nouvelle génération, mais toi, tu es déconnecté de tout ça. Ce qui te stimule, c'est d'avoir de l'influence et de l'argent, ou sinon, tu vas suivre cette génération et tu vas continuer à être un média de proximité, en fait. Et vu que nous, on a commencé ça en tant qu'étudiants sortant d'études, un peu paumés et tout ça, et qu'on s'est construit avec ce projet, on s'est construit dans cette ville, et on a compris cette ville de plus en plus, on a encore plein de choses à apprendre. On a envie de parler des fois justement d'autres choses que juste de bar et de resto, et d'amener vers d'autres sujets, parce qu'on a eu cette information et on en reçoit de plus en plus. En même temps, en fait, Poca grandit avec vous aussi, quoi. C'est ça. Et on a vu après même dans nos audiences, en fait, avant on avait principalement des 18-24 avec une légère différence, mais un petit peu moins de monde, 24-35 ans. Aujourd'hui, c'est du 24-35 majoritairement. Et on commence même à avoir des gens plus âgés, parce qu'on touche des thématiques un peu plus matures, et peut-être parce qu'on a pris aussi un peu de maturité dans le temps. Je pense qu'on doucement on y arrive, on a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on est plus rigoureux aussi avec ce qu'on sort, et on est moins dans une espèce de course aux chiffres, parce qu'au début tu es excité, tu découvres Analytics, tu vois des chiffres, et tu es jeune, tu fonces, et tu prends moins le sens des responsabilités de ce que tu fais. Maintenant qu'on a quand même pas mal de monde derrière nous, il y a des choses qui sont acquises, et on se concentre là cette année un peu plus sur c'est quoi notre responsabilité et notre rôle dans cette ville. Essayer de comprendre ce qu'on doit être, plutôt que ou leur continuer à faire les chiens fous et à partir dans tous les sens, quoi. Ton parcours, tu le décrirais comment ? Tu arriverais à poser des mots dessus ? Sur les 5 ans ou depuis que je suis né ? Depuis que tu es né ? Non, en tout cas, depuis que tu as commencé dans la vie active, peut-être Finalement, je pense que ce projet, je m'y mets à fond aussi, parce que ça a été le projet de ma vie active aujourd'hui. Je ne la vois pas autrement. L'ensemble de mon rythme de travail et de ma conception du travail, c'est construit avec Poca. Ce qui fait aussi que Poca s'est construit par rapport à mon rythme. Donc il y a un lien qui est hyper intime avec ce projet. Après, je pense qu'il y a un côté... Je viens pas du tout de ce monde-là au départ. Je viens pas de cette ville. J'avais pas de réseau là-dedans. Mon père est dans le bâtiment, ma mère est prof. C'est un monde qui est plus terre à terre que le monde média, et en plus média digital. Je me suis mis carrément dans l'immatériel. Exact. Je pense que du coup, c'est beaucoup d'apprentissage à partir de zéro. Ce qui fait qu'on a cette capacité, je pense, et je l'ai du coup apprise avec ce projet, à tout le temps tout remettre à plat et se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui a du sens, et maintenant on peut tout détricoter et tout refaire. Donc je pense que ça apprend à ne pas rester sur des acquis. Je pense que tu m'as demandé un mot, je ne pourrais pas te le trouver. Non, c'est très bien, très bien. Mais ouais, tout le temps se renouveler.
Métier média et communication, c'est ça en fait. Si tu t'endors un peu trop longtemps, tu disparais. Et en même temps, c'est hyper contraignant parce que tu t'épuises beaucoup. Tu as l'impression de toujours marcher sur des sables mouvants, mais en même temps, ça te stimule aussi dans ta vie perso. Tu n'as pas de routine en fait. Ouais. Chaque journée est différente et vu que tu travailles avec l'humain, même une journée qui peut te paraître, tu peux la projeter, d'un coup tu auras 3 couilles qui vont arriver, une bonne nouvelle et tout va complètement changer. Ça fait 5 ans que je bosse sur ce média, on a des rythmes de publication avec des heures de publication, mais chaque journée est différente. C'est pas épuisant Ouais, mais du coup quand on a besoin de temps, on le prend. Et toute l'équipe c'est pareil, on s'écoute beaucoup les uns les autres et si on sent que quelqu'un a besoin de temps, on lui laisse le temps qu'il faut, quoi. L'essentiel, de toute façon, c'est ça aussi, on travaille avec de l'humain. Quelqu'un qui n'est pas bien ne peut pas travailler dans un monde média. Donc il faut que les gens soient bien. Et dernière question, je viens d'y penser. On vous a toujours pris au sérieux finalement quand les gens ont vu cette équipe de jeunes arriver comme ça de nulle part, ils vous ont considéré comment ? Non, mais ça a été, je pense, un des meilleurs moteurs de nos ambitions. Ça a été de justement prouver qu'on avait notre place. Et c'est un travail qu'on fait en permanence. Encore maintenant. On n'a pas suivi le cursus, on n'a pas eu cette espèce de choses à remplir. On dit ok, t'as ta carte de presse, t'as ça, ça, ok, c'est bon, maintenant tu peux venir et t'es quelqu'un de sérieux. On a dû prouver tout et on s'est battu pour tout en fait. Et c'est pareil d'un point de vue commercial, pour rentrer de l'argent, on se bat pour tout. On n'a pas de facilité, on n'a pas de réseau, on n'a pas de copinage, on n'a pas tout ça. Donc l'ensemble de ce qu'on a acquis, on l'a créé nous-mêmes. Je pense que c'est le gros de notre identité, ce qui fait aussi que des fois on a pu agacer des gens parce qu'on a pris des choses. On s'est imposé finalement dans un secteur qui parfois était un peu entre soi, comme tu disais tout à l'heure. J'ai déjà oublié ta question, mais je pense que c'est... Non, tu y as répondu, quoi. On vous a pas forcément pris au sérieux tout de suite, et encore aujourd'hui, vous vous battez pour vous imposer dans ce milieu, quoi. Ouais, l'étape du blog, on a eu beaucoup de mal à la passer. Ouais. Les gens restaient sur le mot blog, et les autres médias aimaient bien rester dessus aussi pour nous remettre à notre place. Mais je sais que par exemple, les conférences de presse, aujourd'hui, on y va et on est... même si on reste encore un peu une espèce de curiosité où les gens... ça fait pas 20 ans qu'on bosse avec un journaliste en conférence de presse, donc ils nous connaissent pas. Mais on venait il y a 3 ans, il y avait un regard qui était moins sympathique. Aujourd'hui, c'est normal qu'on soit là. Donc là, on est rentré depuis peu maintenant dans justement la communication de la ville par rapport aux médias. Donc on a dû se battre aussi pendant 6 mois pour avoir le droit de recevoir les mails de la ville. Ah bon, d'accord. Mais tout ça, du coup, c'est des étapes qu'on doit franchir. On sent qu'il y a des fois de la résistance, mais c'est ce qui nous excite aussi. Et c'est là qu'on se dit, s'il y a de la résistance, c'est que ça irrite. Si ça irrite, c'est qu'on a notre place et on y va, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une crise des générations là-dedans, une confrontation de générations ? Vous êtes les jeunes, dans les institutions, dans tous ces milieux-là. Ce sont des personnes déjà qui sont bien implantées depuis des années. Il y a peut-être aussi... Ça reste une histoire de point de vue, en fait. C'est dans des grandes maisons médiatiques locales. On va rencontrer des profils qui sont hostiles à nous, comme des profils qui sont hyper intéressés, curieux et qui ont envie de nous apprendre plein de choses. C'est humain. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de règle. Je ne pourrais pas désigner une structure en disant cette personne nous reçoit comme ça. On a senti des fois un côté un peu... comme si on était des jeunes enfants, des jeunes pousses. Souvent, les gens qui ont plutôt réussi leur carrière, qui se sentent bien en fait aujourd'hui par rapport à ce qui se passe et qui n'ont pas peur des lendemains, nous voient comme la génération qui arrive et la relève. Et c'est mieux d'avoir une relève que de ne pas en avoir. Et d'avoir un hybride, des fois, parce que des fois on est hybride avec la communication, mais on s'intéresse et on va tendre vers le journalisme, c'est peut-être plus intéressant que de ne pas en avoir et d'avoir uniquement des communicants pour reprendre la relève. Donc ça dépend à qui on s'adresse. D'autres personnes qui ont peur de l'avenir et qui restent sur c'était mieux avant, ça c'est un long débat, mais sur c'était mieux avant, forcément on peut les agacer parce qu'on arrive avec des codes qui ne sont pas les leurs en fait. Mais après, si ça fonctionne ce qu'on fait et si on arrive doucement à s'imposer malgré qu'on rentre dans des cercles qui sont... on bosse avec l'opéra, avec des choses qui sont là depuis souvent plus longtemps que ces gens-là, c'est qu'on peut justifier notre présence en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Vivien d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt.